grandit parmi les Hurons. Étienne, au fort de sa jeunesse, crée un nouveau monde malgré lui. Célébrons. Qui est Étienne Brûlé? On parle du personnage historique Étienne Brûlé. Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et ce qui reste à confirmer. Alors, OK, vous me dites Étienne Brûlé est. Oui. Je crois qu'il est Mélissa. Non. Il est un coureur de bois. Quoi? Il était un explorateur français qui est venu au Canada en 1608 avec Samuel de Champlain pour aller avec l'établissement du Québec. Il était brûlé, n'est-ce pas? Ouais, je crois qu'il a été brûlé. Parce qu'il avait trahi les autres? Il a travaillé avec des Amérindiens dans plusieurs tribus. Il a fini par... Je crois qu'il a trahi les deux camps, comme les Autochtones et les Français. Et donc, comme Caroline a dit, ils l'ont tué et ils l'ont brûlé et ils l'ont mangé, je crois. N'est-ce pas? Ouais. Ils l'ont mangé. Vous savez qu'on fête le 400e anniversaire de l'arrivée d'Étienne Brûlé dans cette région. Alors, c'est la raison pour laquelle vous devrez faire des vidéos d'animation en lien avec cet anniversaire-là. Alors, il y aura 4 vidéos d'animation et chacun de ces vidéos-là aura évidemment le même thème. C'est Étienne Brûlé. C'est les épisodes ou certains épisodes de la vie d'Étienne Brûlé. Mais ce ne sont pas tous les 4 vidéos d'animation qui seront identiques. À l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée du premier Français en Ontario, la Société d'histoire de Toronto m'a demandé de faire une présentation pour tirer la vérité, pour voir le vrai du faux autour d'Étienne Brûlé. Parce qu'Étienne Brûlé, même 400 ans après son arrivée, 400 ans pratiquement après sa mort, c'est quelqu'un qui suscite encore beaucoup de passion en Ontario. Il y a les pour et il y a les contre. Alors, quelle est la part de vérité et quelle est la part de mythe dans la légende d'Étienne Brûlé? Et c'est ce qu'on m'a demandé de regarder. OK. Pour savoir qui est M. Brûlé, on va essayer maintenant de rétrécir. Si on dit que c'est le 400e anniversaire, ça nous ramène à quelle époque à peu près? Ceux qui ont déjà eu des cours d'histoire de l'art avec moi, quelle est l'époque? Il y a 400 ans. 2000 moins 400. C'est quoi? 1600. OK, 1600. 1600, c'est quelle époque? Et je cherche un mot avec un R, il y a quelques lettres. Ah, on le trouve. La Renaissance. Au début, il fallait aller à Québec rencontrer Patrice Groux, qui est professeur d'histoire à l'Université Laval à Québec et qui a fait une étude intéressante sur les mythes et la réalité dans l'histoire du Canada et de la Nouvelle-France. Lui, son personnage, c'était Dollard des Ormeaux et il a vu comment c'était traité à travers le mythe. Et moi, c'était de découvrir comment cette espèce de mythe pouvait s'appliquer à Étienne Brûlé. Je vous ai amené ici parce qu'il y a ce monument Champlain installé là où tout a commencé. Et il y a tout un mythe qui s'est construit autour du personnage et autour de la construction de la Nouvelle-France. Le sujet de ma conférence, c'est Étienne Brûlé. Voilà. Qui était-il? Comment il s'est développé? Comment cette amitié originale avec Champlain s'est transformée plus tard en trahison? Ce qu'il a fait, ce qu'il a établi comme route commerciale avec les Hurons, ce qui, lui, était vraiment l'interface entre le monde européen et le monde des Hurons. Et d'un côté, c'est un traître, et d'autre côté, chez les Franco-Ontariens, c'est comme le premier Franco-Ontarien qui établit la présence francophone en Ontario. Oui. Et tout ça autour d'un personnage dont on connaît si peu de choses. Exactement. C'est pour établir les faits. Il faut être fidèle. Comment est-ce qu'on fait pour aller rechercher l'information maintenant? Internet. OK, avant Internet existait d'autres sources. Un livre. Un livre. Bon, OK, des livres, des encyclopédies. Tout est là. On pourrait retrouver. Mais il n'y a pas vraiment les choses avec Étienne Brûlé, c'est juste... Ce
qui est difficile avec Étienne Brûlé, c'est qu'il n'a laissé aucun écrit. Et ça, c'est vraiment un grand dommage. Ce qu'on connaît de lui, on l'a par l'entremise d'autres personnes, soit par Champlain, qui ne l'aimait pas beaucoup. Il l'a aimé au début, qu'il a traité un petit peu comme son fils, et beaucoup plus tard, qu'il a franchement désavoué. Et les missionnaires qui trouvaient qu'il avait un comportement tout à fait répréhensible. Autrement dit, dans l'histoire, il n'a pas eu beaucoup de chance avec ce que les gens de son époque, ses contemporains, ont dit de lui. Il y a une historienne à l'Université Laurentienne, Stéphanie Saint-Pierre, qui a fait une thèse sur Étienne Brûlé et elle dit que tout ce qu'on connaît d'Étienne Brûlé tient en une quinzaine de points. Autrement dit, c'était vraiment limité. C'est intéressant parce que dans la majeure partie des documents que tu as apportés aujourd'hui, on retrouve énormément de romans. Puis c'est justement, il y a énormément de choses à l'égard d'Étienne Brûlé. Comme dans les faits, on connaît 15 choses à son sujet. On connaît pas assez pour écrire un roman, surtout pas un roman en 3 tomes. Donc, mais ça tombe dans le domaine de l'imaginaire. D'un autre côté, si tu n'as pas des romans, c'est pas des œuvres de fiction, comme moi, j'ai été accroché là-dessus, moi, ça a changé ma vie. Tu vois, écoute, moi, en 3e année, ma mère m'a acheté un roman à l'égard de Jacques Cartier. Puis c'est ça qui était mon premier contact avec l'histoire. Donc, je comprends parfaitement que ce côté-là, imaginaire, c'est excessivement important pour la jeunesse. Sauf que moi, en tant qu'historienne, c'est le genre de choses que, même dans les recherches que j'ai faites, c'est le genre de sources que je consulte pour le plaisir de les consulter, mais non pas comme nécessairement une source de base, là, bien évidemment. Là. Je suis pas un historien. Je suis un diffuseur culturel. Mon but, c'est de donner aux gens en particulier, puis aux gens, à leur famille, à la communauté, un sentiment d'appartenance, un sentiment de puissance aussi de ce que c'est être francophone en Ontario, d'être franco-ontarien, d'être franco-ontarienne dans le sens le plus multiple du mot. Oui. Puis c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans l'histoire, c'est que la différence entre un personnage comme Champlain et Étienne Brûlé, Champlain, évidemment, il fait des explorations, mais il rebâtit une habitation à la façon des Français, tout ça. Étienne Brûlé part à l'âge de 15 ans, probablement, là, de la France. Il arrive ici, il a 17-18 ans, il est tout jeune. Il s'en va vraiment en contrée sauvage. Il vit l'aventure. Et c'est extraordinaire d'avoir ce jeune-là qui réinvente chaque jour sa Nouvelle-France. Vous l'avez dit, il est arrivé par bateau. Combien de gens pensez-vous qu'il y avait? 25. À ta minute, j'ai entendu 25, là. Qui m'a dit 25? OK, OK, il me semble le chiffre est 26. C'est en effet, c'est bien 26. Donc, que pensez-vous étaient les difficultés qu'ont vécues ces gens qui étaient sur le bateau? Scorbut. Scorbut, c'est ça? OK, vous savez qu'on manquait de vitamines, en effet. Donc, on souffre de malnutrition. C'est vrai. C'est une conséquence d'être sur le bateau. Les rats. Les rats, OK. Qu'est-ce que font les rats? Ils ont des maladies. Bien, c'est ça. On contaminait la nourriture. Donc, non seulement on souffrait de scorbut, on manquait de vitamines, mais la nourriture était contaminée. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est son importance dans l'histoire, donc le rôle dans la société francophone. C'est le premier francophone en Ontario. On ne pourrait pas forcément dire à Toronto, mais il faudrait dire en Ontario. C'est le premier immigrant en Ontario même. Okay? Alors, lorsque je vous ai demandé qui parmi vous n'étiez pas né au Canada, 8 sur 21, vous m'aviez répondu « Je ne suis pas né au Canada ». 8 sur 21. Alors, ça veut dire que 8 sur 21, vous avez les souliers d'Étienne Brûlé maintenant, quand vous y pensez, là. Okay? Étienne Brûlé arrive chez ce peuple-là et... Oh, il ne sait pas la langue. OK. Il ne connaît pas les coutumes. Est-ce qu'on mange la même chose, la même nourriture? OK, pas forcément. OK, oui, Joséphine? Le respect est différent. Le respect est différent, oui. Est-ce que tu es bonne pour extrapoler, pour expliquer ça? Oui, Nikki? Je pense que j'ai lu quelque part que les femmes et les hommes étaient égales. Oui, OK. Pour les Amérindiens, mais pas pour les Européens, ce point. Bingo. Et aussi, ils respectaient les animaux. Donc, après chaque chasse, ils priaient aux dieux. OK, pour oui. dire merci et tout. Mais les Européens juste tuaient pour manger. OK. Alors, Pardon? Ouais, ça me fait penser à Avatar, le film, là. Et pourquoi? Parce qu'ils tuaient les animaux, ils priaient, ils respectaient la nature et l'environnement. Et ils vivaient dans un arbre. Maintenant que tu me dis Avatar, il me semble qu'il y a une image quelque part que je peux montrer par rapport à ça. For Étienne Brûlé to come here and to try to understand the language, very different.
the difference in the way that they actually speak and say the words. And the words were long and descriptive. Il fallait aller et voir les Premières Nations, surtout les Hurons-Wendat, puisqu'il a vécu avec eux pendant 22 ans. Mais les Hurons-Wendat, ils ne sont plus à l'Ontario. Après la catastrophe démographique des années 1650, ils sont allés à Québec. Et maintenant, Wendake, c'est dans la banlieue de Québec. Alors, il fallait aller voir les Hurons-Wendat à Wendake et rencontrer Luc Lenné. C'est un sociologue et il s'occupe aussi de communication chez les Hurons-Wendat de Wendake. Et Christian, viens, je veux te montrer la raison, la vraie raison pourquoi Étienne Brûlé était parmi nous, puis le commerce avec les Français, c'est la fourrure du castor. C'était l'or de l'époque. Je sais que les Européens, les Français aussi, aimaient la peau de castor parce qu'ils voulaient faire des chapeaux avec ça. C'était extrêmement en demande. Absolument. Alors je pense qu'Étienne Brûlé a dû sentir ça s'il avait l'esprit d'aventure et l'esprit d'entrepreneur. Effectivement, Étienne Brûlé avait cet esprit d'entrepreneur et j'imagine qu'il a dû en profiter lui-même comme individu. Ici, on est dans une maison longue, puis on a mis des toiles qui dépeignent bien la vie quotidienne. Et essayons d'imaginer notre ami Étienne Brûlé quand il est arrivé dans cet environnement. Et une chose qu'il faut remarquer, c'est la présence des enfants. Il y a des enfants partout. Et pour les Hurons, les enfants étaient extrêmement importants. Et on leur laissait faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Et là, je vois ce qu'on appelle la coupe Mohawk. Oui. Et donc pas la coupe Mohawk, c'est la coupe Huronne. Ben voilà. Et d'ailleurs, c'est de où vient le nom Huron? Parce que c'était justement à cause d'une hure qu'on avait. Et c'est les Jésuites qui nous ont appelés comme ça parce que ils trouvaient que ça ressemblait au sanglier qu'on retrouve en Europe avec une hure. On est prêt à continuer? Je dois juste m'assurer de spécifier quelque chose, que Wendat et Huron est le même peuple, tout simplement. Ce sont les Français qui auront donné ce terme Huron au Wendat. Lorsque vous ferez vos petites figurines, OK, on ne met pas des cheveux de hippie, OK? On ne fait pas des afros. Non. Il faudra évidemment faire vraiment la chevelure, imiter la chevelure de ces gens. OK? Et ça, ici, qu'est-ce que c'est? On appelle ça une hutte de sudation. C'était utilisé pour des fins de guérison. Et comme tu peux voir, ça a la forme d'un ventre d'une femme enceinte. Et à l'intérieur, sur le sapinage, on s'assoyait en position fétale, comme dans le ventre de notre mère. C'était une cérémonie extrêmement importante qui permettait de retrouver un certain équilibre mental. Alors on se purifiait comme ça. Absolument. Et on a parlé aussi beaucoup de la liberté sexuelle des peuples amérindiens. Oui. D'ailleurs, on prêtait nos femmes à nos amis. Lorsqu'ils venaient chez nous, on leur disait « Vous pouvez avoir notre épouse ». Ça n'a évidemment pas fait l'affaire des prêtres qui, par la suite, se sont joints à nous, on les appelait les robes noires. Donc, Étienne Brûlé était souvent pris à partie par les prêtres. Je sais qu'il y a même un prêtre jésuite qui a dit que c'était un débauché. Et même Champlain l'a accusé d'être un débauché parce qu'il s'intéressait trop aux femmes amérindiennes. Les Jésuites avaient des choses pas très positives à dire sur Étienne Brûlé à l'époque, dans les années 1600. Alors je voulais vérifier ce qu'ils en pensaient maintenant, comment ils voyaient le personnage. Et pour ça, il y a le Centre Bellarmine à Montréal qui détient les archives des Jésuites. Et c'était intéressant d'aller y faire un tour pour rencontrer les gens et voir quelle est l'opinion aujourd'hui sur le personnage d'Étienne Brûlé. Et les Récollets et les Jésuites souhaitaient qu'Étienne Brûlé retourne en France parce qu'on disait que son comportement moral ne servait pas de bon modèle pour la prédication de la foi chrétienne. Donc, il a été décidé qu'il rentrerait en France. Et malheureusement ou heureusement, selon le cas, il est tombé assez gravement malade à Québec avant le départ du navire. Les Jésuites l'ont reçu chez eux et en ont pris soin. Entre-temps, le bateau est parti. Après sa guérison, Brûlé s'est offert d'enseigner le Huron au père qui était là. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est Étienne Brûlé qui a enseigné le Huron
aux premiers missionnaires de la Huronie, mais notamment de Saint-Jean-de-Brébeuf, qui est devenu dans l'histoire le principal missionnaire en Huronie. Ces jésuites-là lui en étaient très reconnaissants. Et puis, il le remercie, il le présente au provincial en France en disant que Étienne Brûlé s'en va en France, en disant « Votre révérence le verra cette année. C'est un de ceux qui nous ont grandement aidés. Votre révérence lui fera, s'il lui plaît, bon accueil. Il est pour retourner et rendre ici de grands services à notre Seigneur. » Alors, on voit là que les relations, si elles avaient été ambiguës, disons, en Huronie, sont assez bien rétablies entre les Jésuites et Étienne Brûlé. OK. Si je vous dis qu'un groupe parmi vous, vous devrez parler du départ de la France de notre ami Étienne Brûlé et son arrivée ici, que retenez-vous? Un bateau. OK, c'est un bateau. Là, je viens de le mentionner, c'est un bateau qui quitte la France, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faisait avant d'arriver au Canada? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faisait en France? De quel type de famille vient Étienne Brûlé? Quand j'ai commencé ma recherche sur Étienne Brûlé, on m'a dit « Il faut que tu ailles à Champigny rencontrer Éric Brossard, qui est le spécialiste d'Étienne Brûlé. » Alors Christian, ben voilà, la ville de Champigny, donc la ville où Étienne Brûlé habitait, tout au fond la Tour Eiffel. Donc nous sommes à 20 minutes de Paris en voiture, donc une demi-journée au XVIIe siècle aller-retour. Ah, c'est vraiment une belle vue. Alors bien sûr, toutes les maisons, les immeubles qu'on voit dans le paysage n'existaient pas au XVIIe siècle. C'était des prés, des champs et bien sûr de la vigne. Vous savez, Étienne Brûlé, quand il est arrivé au Canada, vous savez à peu près quel âge il avait? Permettez-moi. 16 ans. Alors, en effet, il y avait votre âge. Je vous donne des grandes lignes. Par contre, les fins détails, quand vient le temps de faire vos projets d'animation, les fins détails, peut-être que je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Mais j'ai quand même des trucs importants à vous mentionner. Donc là, c'est la Marne, la rivière qui entoure Champigny. Donc la carte est inversée. En fait, la Marne est derrière nous. Et ensuite, donc, la rue Étienne Brûlé eh bien, part du bord de Marne et remonte le coteau en direction du plateau. On remonte vers le sentier Étienne Brûlé, donc on suit la côte. Comment as-tu fait pour t'intéresser à Étienne Brûlé? En fait, c'est le hasard. Alors que la Société d'histoire de Champigny que je préside venait de se créer, eh bien, on a été contacté par l'association France-Ontario, qui nous a fait découvrir l'existence de ce personnage, Étienne Brûlé, que nous ignorions complètement. Et ce qui avait été fait jusque-là avait complètement passé sous silence ce personnage. Alors pour vous, c'était une découverte? Une découverte totale. Donc nous avons cherché ce qui était connu. Un certain nombre d'historiens avaient déjà travaillé sur cette question. Et puis nous avons approfondi, nous avons été à la recherche dans les archives de ce personnage qui nous était révélé subitement. C'est quoi, 10 km? Oui, à peu près. Voilà, c'est à peu près le temps qu'il fallait pour regagner Paris, donc dans les deux sens, aussi bien des Campinois qui pouvaient se rendre à Paris que des Parisiens. Merci Élise. Alors voilà, alors deux registres qui contiennent des actes du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Ses parents vont avoir plusieurs enfants. Et on va voir apparaître un frère d'Étienne Brûlé, Roch. Et ce frère va avoir beaucoup d'importance pour Étienne, puisqu'on va le retrouver à plusieurs reprises. Et Étienne va d'ailleurs conserver des liens, même après être parti au Canada. Et pourquoi est-ce qu'on possède l'acte de naissance de Roch Brûlé et pas d'Étienne? Parce que nous n'avons pas de chance. Malheureusement, une partie du registre a disparu. Ce sont des registres qui remontent à plusieurs siècles, mais on sait que depuis le XIXe siècle, on a perdu une partie des registres datant du XVIe siècle, et en particulier la période 1590 jusqu'à 1600. Et comme par hasard, ou comme par malheur, c'est la période où Étienne Brûlé a dû naître. Donc malheureusement, on n'a pas l'acte de naissance du personnage qui nous intéresse tellement. Et est-ce qu'on est sûr qu'Étienne Brûlé est de Champigny? Alors oui, on a un acte qui date donc de juillet 1602. Et il est précisé que le 21e jour de ce mois de juillet, eh bien, un enfant est baptisé et il se trouve
que le parrain de cet enfant s'appelle Étienne Brûlé, donc, qui certifie qu'il est bien présent à Champigny en 1602. Intéressant. Et puis le hasard fait que sur cette autre page, on a un autre acte de naissance d'un enfant dont le parrain est Henri de Bourbon, prince de Condé et prince de France, et qui est le neveu de Charles de Bourbon, le protecteur de Champlain. Alors, peut-être est-ce un élément d'explication pour comprendre pourquoi Étienne Brûlé, jeune campinois, fils de vigneron, donc jeune habitant de Champigny, ordinaire, s'est retrouvé embarqué dans cette aventure pour partir en Amérique. Aucune certitude là encore, une piste, un début de piste, mais peut-être un lien. Vous me dites religion. Pensez-vous qu'Étienne Brûlé avait une religion? Voilà, il forçait que tu devais être catholique. OK. Il avait comme un peu pas le choix. Alors, pensez-vous qu'il était vraiment religieux, pratiquant? Non. OK. Il doit avoir laissé des bouts... ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de religion? C'est assurément ce que les missionnaires vont penser à un moment donné. Ils vont dire, hey, que fais-tu de ton éducation, là? Alors ça, c'est l'église Saint-Saturnin, donc qui date du Moyen-Âge et qui n'a pratiquement pas changé depuis l'époque d'Étienne Brûlé, à part quelques restaurations. Donc Étienne Brûlé a dû fréquenter cette église. Je te propose de voir les fonts baptismaux. C'est sans doute à cet endroit qu'a dû être baptisé Étienne Brûlé. Alors c'est ici qu'on baptisait les nouveau-nés. Exactement. C'est une cuve qui date du XVIIe siècle. Donc Étienne Brûlé n'a peut-être pas été baptisé dans cette cuve même, mais en tout cas, il est venu pour être le parrain de plusieurs enfants qui ont dû être baptisés ici. Donc il a été parrain pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, on trouve mention de sa présence comme parrain en 1602, en 1623, en 1628. Et à cette époque, j'imagine qu'être parrain, devenir parrain, c'était un honneur. Bien sûr, on choisissait le parrain pour son statut social, pour sa notabilité. Et d'ailleurs, on voit bien qu'Étienne Brûlé est désigné de manière différente. En 1623, il est, par exemple, simplement cité comme Étienne Brûlé, parrain d'un enfant de Jacques Coiffier. Et en 1628, il est désigné comme marchand. Donc on voit bien que de parrainage en parrainage, l'ascension d'Étienne Brûlé est mise en évidence. Question pour maquette, question pour personnage, question pour scénario illustré. Parce qu'en principe, il n'y a personne qui se tourne les pouces aujourd'hui. Il faut que je parle de votre scénario illustré. Alors c'est donc l'église Saint-Eustache, elle a bien le style du Moyen-Âge. Tout à fait, oui. C'est une église qui remonte au Moyen-Âge, mais qui est encore en construction au XVIIe siècle, à l'époque où Étienne Brûlé habite le quartier. Nous sommes dans le quartier des Halles, le ventre de Paris. Étienne Brûlé, lors de son deuxième retour en France, a habité ce quartier. Non. Je connais les deux voyages. Le premier, 1622-1623, il y a une procuration où il constitue son frère Roch comme son représentant. Et on sait que Étienne Brûlé gagne des sommes assez considérables en étant interprète chez les Hurons-Wendat et en faisant la traite des fourrures pour son propre compte. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, on a une nouvelle trace de son passage, donc en 1628, une autre procuration qu'il a fait comme son représentant, non plus son frère, mais un secrétaire du roi, ce qui montre vraisemblablement que les affaires d'Étienne Brûlé... Donc il a monté dans l'échelle sociale. Exactement. Il est plus prospère, il a besoin de quelqu'un de plus compétent que son frère. Il a combien d'enfants, madame? Ah, bonne question. Alors, il n'aurait pas eu d'enfant. Par contre, il se serait marié. Il se serait marié, pas avec une Wendat, mais avec une Française lorsqu'il est allé de retour en France. Alors, tu as posé une bonne question. Il y a 0 enfant et sa femme, elle était plutôt âgée pour l'époque. Alors, il s'est marié sans doute au début de son deuxième retour avec Alisson Coiffier, qui est une fille de Champigny. Il donne une adresse, rue de Grenelle, en fait, rue de Grenelle-Saint-Honoré. C'est une rue qui est juste derrière la bourse de commerce qui est devant nous. C'est un quartier qui a été énormément transformé depuis le XVIIe siècle et je pensais que la rue avait disparu. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai retrouvé l'emplacement exact de la rue. C'est aujourd'hui la rue Jean-Jacques Rousseau. Et donc, Étienne Brûlé habitait, lorsqu'il était à Paris lors de son deuxième retour,
dans ce secteur ici. Malheureusement, on ne connaît pas le numéro de la maison où il résidait, mais on sait au moins qu'il habitait ici. Voilà. Évidemment, ça m'intéresse de voir l'ancienne rue où habitait Étienne Brûlé. Mais je pense que j'aimerais aussi voir la maison professe où Aman Tacha et les Jésuites ont résidé. Bien sûr. Étienne Brûlé a certainement visité cette maison-là aussi. Alors là aussi, le bâtiment est sous un autre nom. Aujourd'hui, c'est le lycée Charlemagne, mais il reste une partie de la maison professe, donc on va pouvoir y aller, bien sûr. Ok, ici, avant cette scène, on a décidé de montrer Étienne Brûlé qui dort. OK. Et Champlain qui travaille dans son cabinet. Étienne Brûlé ça c'est avant celui-là. OK. Donc il est dans la petite chambre. Ouais. Champlain et Étienne Brûlé dans la chambre. Champlain est en train de dessiner sa petite carte avec la chandelle. Et puis il va regarder Étienne Brûlé, il va fermer la porte, il va sortir, regarder sa carte pour regarder les étoiles, etc. OK. Puis on va montrer Ça, c'est quoi ça? sa petite scène dans le télescope. Oh, c'est cute! Dans le télescope. Et puis là, c'est derrière. Et on va avoir un zoom sur sa carte. Oui. Et puis ça va aller sur sa carte. On va montrer le bateau qui fait sa trajectoire. Qui est en charge du scénario? OK, Michael. Michael, ta job, c'est de finir le scénario. Moi, je veux voir tes prochaines images. OK? Alors, en 1626, les Jésuites envoient Étienne Brûlé en France avec un jeune Huron, Aman Tacha, pour que celui-ci se convertisse au christianisme. Et Étienne Brûlé vient avec le jeune Huron, et le jeune Huron va apprendre le français et devenir donc catholique. Alors, ce plan est très intéressant, il date du XVIIIe siècle, et on voit exactement les bâtiments où nous sommes. Donc l'église des Jésuites, Saint-Paul-Saint-Louis, et puis cette partie du bâtiment où nous nous trouvons, avec la porte d'entrée, et puis l'ensemble des escaliers qui conduit jusqu'au dernier étage. C'est la seule partie qui comporte des vestiges de la maison professe des Jésuites. Donc, Étienne Brûlé a sans doute fréquenté des lieux. Alors, il est donc venu ici pour il est certainement venu ici pour rencontrer Aman Tacha, parce qu'il était le seul à l'époque qui parlait huron. Les Jésuites avaient une connaissance bien limitée de la langue huron-wendat. Cette pièce est intéressante parce qu'elle a au sol un plancher. C'est un beau portique. Qui date du XVIIe siècle. Et ce plancher a pu être foulé par Étienne Brûlé. Alors tu veux me dire que ce plancher date de l'époque d'Étienne Brûlé, il date de 1625 ? Oui, il était là au moment où Étienne Brûlé fréquentait cette maison. Alors est-ce qu'il a foulé ce parquet ? Peut-être pas, mais en tout cas, il était bien présent à ce moment-là. Alors, au sol, un carrelage, les tomates, du XVIIe siècle, là encore. Et puis cet escalier, de la même époque. Là aussi, on peut imaginer Étienne Brûlé et Aman Tacha gravissant les marches. À Midland, ici en Ontario, il y a Sainte-Marie, au pays des Hurons, une mission où d'abord se sont installés les Récollets et puis après les Jésuites. C'est un endroit intéressant parce que c'était les missionnaires qui vivaient chez les Hurons-Wendat. Et ce qu'on connaît d'Étienne Brûlé, la plupart des écrits nous ont été donnés par les missionnaires. Les Jésuites ont changé beaucoup de ce qu'ils faisaient. C'était très difficile à bâtir une relation avec les Wendat. C'est pourquoi on devrait changer les choses. Un de celles-ci, c'était de parler dans la langue Wendat. Ça, je vais chanter pour vous. C'est un petit morceau du chanson en Wendat. Je prononce probablement pas tout le Wendat correctement, mais ça va être proche. Okay? Estenia onde soe Isus atonia. Oui, beaucoup de place, entrez. OK, le plus proche que vous êtes au feu, le meilleur que c'est. Mais si on entre dans un village Wendat, c'est exactement ceci qu'on voit, mais probablement un peu plus long, OK? Jusqu'à environ 100 mètres à peu près. Habituellement, il y a jusqu'à 9 feux, donc beaucoup de feux dans une maison longue pour la chaleur dans un hiver de moins 30. Donc, le boucan ou le fumée qu'on voit aujourd'hui, ce n'est vraiment rien à comparer de ce qu'il y avait au 17e siècle dans une maison longue. Donc, on vit ici très différent. Tout le monde est dans ici, tout ensemble, et pour la plupart, ils sont nus.
OK? Car c'est si chaud. On n'a pas besoin des vêtements. Pour les Européens, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas souvent en Europe. Même l'idée de ne pas avoir des salles dans ici. Tout est tout partagé. On voit tout qui s'arrive dans ici. Est-ce que les hommes et les femmes, ils étaient dans la même salle? Oui, les hommes et les femmes étaient dans la même maison longue. Où est-ce qu'ils font les bébés? Où est-ce qu'ils faisaient les bébés? Mais essentiellement dans une maison longue. Tout ça arrivait ici. Lorsqu'une fille était de 10 à 12 ans, OK, elle était prête pour se marier. Plusieurs hommes venaient. Les hommes apportent des cadeaux à toi et se voulaient décrire une habileté qu'ils avaient. OK? Donc, de ces 3 habiletés-là, lequel est votre favori? Oui? D'accord. Donc, Olivier, le morceau de fer, ce qui arrive, il donne à vous. Ensuite, les deux doivent aller dans la forêt pour 1 semaine. OK? Olivier doit prendre soin de toi. Après cette semaine, vous retournez au village. Si vous avez aimé ce qu'il a fait, OK, les deux se marient. Ensuite, Olivier va déménager avec votre famille dans 3 maisons longues. S'il n'y a pas assez de place, ils ajoutent une autre section. OK? Si tu n'aimes pas ce qu'il a fait, vous gardez le cadeau. Olivier, on dit bye-bye. Ensuite, un autre, tu choisis un autre cadeau et tu recommences encore. OK? Donc, c'était la coutume. Voilà. Excellent. Merci. Un bon applaudissement ici pour tout le monde. Allez-y. C'est vous la professeure de ce groupe? Oui. Oui. On fête le 400e anniversaire de l'arrivée d'Étienne Brûlé dans la région. Donc, on vient prendre des photos, on vient prendre du son. Vous faites une vidéo d'animation sur Sainte-Marie? Oui, bien, sur notre ami Étienne Brûlé. D'ailleurs, je vous invite, le 19 novembre, c'est la journée Étienne Brûlé à notre école. C'est juste dans le cadre du 400e que j'ai décidé d'embarquer ma classe. Est-ce qu'il y a l'école fait plus que simplement ce projet-là pour le 400e ou c'est le projet important? Non, il y a d'autres professeurs qui font des... Je voudrais voir d'abord ce que ses contemporains ont pensé d'Étienne Brûlé et à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Samuel de Champlain, qui dit « Vous êtes demeurés sans religion, vous mangez chair vendredi et samedi, vous licenciant en des débauches et libertinages désordonnés. » Donc ça nous met la puce à l'oreille. Nous avons affaire à un homme solide. L'on reconnaissait cet homme pour être fort vicieux et adonné aux femmes. Encore Samuel de Champlain. Histoire du Canada, en 1664, Brûlé était un homme mauvais et coupable de tous les vices et crimes. Le misérable n'eut pas honte de se disgracier en trahissant les Français et en s'alliant avec les Anglais. Alors résumons, il travaille avec les Anglais, il aime les femmes, il aime l'argent, et il mange de la viande le vendredi et le samedi. Un homme comme vous et moi, quoi. Première bataille de Champlain en 1609, où il bat les Iroquois. On ne sait pas si Étienne Brûlé y participe. Par contre, deuxième bataille qui a lieu une année plus tard, en 1610, pas loin de l'embouchure de la rivière Richelieu, donc pas loin de Montréal, avec les Algonquins et les Montagnais et une trentaine de Français. Champlain assiège le village iroquois qui s'y trouvait. On ne sait pas si Brûlé lui-même a participé à la bataille, mais il était sur les lieux. Il y a des Algonquins qui arrivent et il y a un échange qui se passe. Savignon, un Huron, va aller en France pendant 1 an. En échange, Étienne Brûlé part en juillet 1610 chez les Algonquins. Où est-ce qu'il va, Étienne Brûlé? Québec est ici, Montréal, et il va ici. Et cette couleur-là, c'est les Grands Lacs. C'est là où se déroule, je dirais, la compétition la plus féroce qui existe entre Huron-Wendat et Iroquois. Et
Étienne Brûlé va donc aller s'installer en plein cœur de cette confrontation terrible. Il s'intègre à leur mode de vie. C'est très différent, évidemment, de Champigny-sur-Marne. Mais apparemment, il s'intègre très bien, si bien qu'en 1611, quand il retourne à Québec pour retrouver Champlain, qu'il est accompagné de 200 guerriers Huron-Wendat qui viennent trouver Champlain. Champlain dit lui-même, il est surpris de la façon dont son truchement a bien appris la langue. Le travail d'Étienne Brûlé. Une pistole égale à 10 livres. Donc, Étienne Brûlé gagne 1000 livres par an. 1000 livres par an, c'est le salaire de Champlain. 4 fois le salaire d'un homme de qualité. Les serruriers, donc il faut avoir un métier serrurier. Étienne Brûlé fait 15 à 18 fois leur salaire. Et pour les simples travailleurs, il fait 30 fois le salaire d'un simple travailleur. Plus les fourrures qu'il peut commercer à son compte. Des bâtons de popsicle? Les premières années se passent et on présume qu'il a été très tôt intéressé à contacter les Premières Nations. Donc, on peut sentir que déjà, il est appelé par cette espèce d'univers inconnu, mystérieux, sauvage, qui existe au-delà de Québec. Cette rivière des Français, c'est un vrai labyrinthe, il y a de quoi se perdre. Je ne sais pas combien de fois Étienne Brûlé est passé par ici, mais c'est vraiment magnifique. On dirait que c'était sculpté. Pour moi, c'est un peu comme réapproprier la terre de mes ancêtres. Ah, c'est vrai, c'était la Huronie Wendatie, c'était ici. Pendant plusieurs centaines d'années, et subitement, l'histoire a été tragique, il a fallu quitter. Alors, on sait qu'il est le premier Européen à passer les rapides de la Chine, à monter la rivière des Outaouais, à descendre la rivière des Français au lac Nipissing. Le reste, on ne peut pas dire vraiment. Enlève-moi un peu de scène de canot. Le spectateur va savoir, là, OK, il fait du canot, that's it. Bon, alors, on arrête. Aujourd'hui, on appellerait ça une pause syndicale. On voit ici qu'il est donc près d'Orillia. Il commence à habiter près d'Orillia. Après ça, il va à Toanche, Midland. C'est vraiment le cœur de la Huronie Wendatie. Et on sait qu'il dit à un des missionnaires, le père Sagard, je crois, il dit « Oh, j'ai fait un voyage jusqu'au détroit, au saut de Gaston. Maintenant, on appelle le saut Sainte-Marie. Et non seulement ça, mais les Hurons-Wendat, ils disent qu'après ça, il y a un autre grandissime lac dont la longueur totale ajoutée à la mer Douce, le lac Huron, fait 30 jours de canot. Et Étienne Brûlé dit, c'est pas 30 jours de canot, c'est 400 lieues. C'est donc 1200 km à peu près. Pour un gars qui était en canot et qui n'avait pas d'éléments de cartographie, c'est pas mal précis. Et avec les informations qu'il a fournies à Champlain, Champlain a fait une carte remarquable, la carte de 1632, que maintenant on compare à la précision des cartes par satellite. Mais oublie pas, Christian, que notre ami Étienne Brûlé était accompagné de Hurons. Des Hurons qui avaient déjà une bonne connaissance du territoire. Une des grosses controverses du personnage d'Étienne Brûlé, c'est est-ce qu'il est passé par Toronto ou est-ce qu'il n'est pas passé par Toronto, et surtout en 1615, en septembre 1615. À Toronto, il y a des écoles qui portent le nom d'Étienne Brûlé, une école francophone, une école anglophone. Il y a même un parc où on a dit qu'il était passé par là, donc en 1615. Maintenant, on pense qu'il n'est pas passé par Toronto. Alors, pour expliquer tout ça, je vais vous faire un croquis. Au nord de Toronto, il y a le lac Simcoe, qui est en plein dans le territoire Huron-Wendat, et Étienne Brûlé et Champlain se retrouvent à la fin du mois d'août en 1615 chez les Hurons-Wendat.
Champlain est allié aux Hurons-Wendat. Et les Hurons-Wendat, c'est les ennemis des Iroquois et surtout des Onondaga qui habitent au sud du lac Ontario. Champlain dit aux Hurons-Wendat, je vais prendre l'armée des Hurons-Wendat, donc à peu près 500 guerriers, et je vais aller jusque chez les Onondaga en passant par l'est. Toi, Étienne Brûlé, tu vas prendre une douzaine de guerriers, tu vas aller chez les Andastes et tu vas prendre leur armée et on va attaquer les Onondaga entre deux feux. Alors, pour y aller, il y a deux hypothèses. Ou bien Étienne Brûlé prend la route la plus directe et passe par Toronto, ou bien il va plus à l'ouest, vers Brantford et Hamilton, pour chercher l'armée des Andastes et prendre les Onondaga à revers. Alors voilà la grande controverse. Il y a les pour, qui sont vers l'ouest, et les contre, qui disent non, il est passé par Toronto. Le débat n'est pas terminé. Et même nous, à la Société d'Histoire, on n'a pas tranché le débat. Ça reste encore un débat ouvert. Étienne Brûlé, le 9 septembre 1615, on peut présumer qu'il est 15h37, arrive à l'embouchure de la rivière Humber et découvre Toronto. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en 1920, Jeffreys, le fameux illustrateur, a dessiné cette image. Et cette image s'est implantée dans la tête de tous les écoliers ontariens. Et il est habillé mi-européen, mi-Huron-Wendat. Tandis que Champlain disait que quand il l'a revu pour la première fois en 1610, Étienne Brûlé était habillé à la sauvage. Donc on présume, on pourrait dire qu'Étienne Brûlé devait plutôt ressembler à ce personnage ou celui-là qu'à David Crockett. Donc il est parti en France, 1628, il revient à Québec avec Avantacha. Autre coup du sort, les frères Kirk sont en train d'assiéger Québec. Au large de l'île d'Anticosti, il y a une canonnade de plusieurs heures et les frères Kirk, pirates, arraisonnent le bateau et amènent Avantacha et Étienne Brûlé à Londres. Ils restent là pendant 1 an. Alors, on présume que devant cet état de choses, Étienne Brûlé a fait ce que toute personne sensée aurait fait. Combien me payez-vous? Quand voulez-vous que j'arrive au travail? Et quel est le protocole pour communiquer? À part les lectures, je savais que je devais rencontrer les historiens et voir leur opinion personnelle et voir s'ils avaient des informations, des nouvelles informations sur Étienne Brûlé. Et par exemple, je savais que Denis Vaugeois faisait des recherches sur cette période de la Nouvelle-France et je voulais savoir s'il lui aussi avait trouvé des nouvelles choses, des nouvelles découvertes sur cette période-là. Donc j'aimerais voir s'il y a d'autres... Voici Denis Vaugeois. Denis, je te présente Christian Bode de la Société d'Histoire de Toronto. Bonjour, M. Vaugeois. Qui vient nous poser des questions sur Étienne Brûlé. Bonjour. Alors, Denis Vaugeois, vous avez fait un livre sur Champlain, un livre magnifique. Moi, j'ai lu ce livre et j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des choses sur Étienne Brûlé dans ce livre. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. Est-ce que vous avez une pensée? Il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être que l'essentiel est là, par exemple. On y reviendra. Mais depuis, effectivement, on apprend de plus en plus. Autrement dit, là, on ne savait pas grand-chose sur Étienne Brûlé. Et là, on est en train d'en apprendre beaucoup plus. C'est un personnage qui mérite beaucoup d'attention. Puis, soit en passant, son comportement ici en Amérique, là, je m'excuse, mais c'est celui de la France en Amérique. Parce que la force de la France en Amérique, c'est la cohabitation, c'est le métissage. C'est ça la réalité française en Amérique. Hein, les Français ont fait des alliances avec les Indiens, ont vécu avec eux autres, ont appris leur langue, ont nommé le territoire avec eux autres, ont fait des affaires avec eux. Et si la France a tenu le coup ici en Amérique pendant quand même 150 ans, c'est avec des gens comme Brûlé. Parce que sans des gens comme Brûlé, on aurait repris la mer et on n'aurait pas été très loin. Parce qu'on n'avait pas le nombre. Les Anglais avaient le nombre. Oui, mais entre ces hypothèses-là et d'autre part une certitude, Champlain dit « Brûlé m'a vendu ».
Et on est quand même... C'est en 1629, mais là, il a une raison de... C'est pas correct. Écoute, Patrice, moi, je pense pas qu'il est allé du côté des Anglais. Il a été capturé par les Anglais. Il est avec eux autres. Qui a pris n'importe quelle attitude, ça n'aurait rien changé du tout. Par contre, on pourrait dire que voici un précédent. Un précédent qui pourrait expliquer pourquoi Brûlé, ayant un mauvais karma, si on veut, se soit brouillé avec les Hurons et finalement est assassiné par eux, peut-être parce qu'il a encore trahi. 1629, à toute fin pratique, la Nouvelle-France n'existe plus. Quand les frères Kirk prennent Champlain, il ne reste plus grand-chose. C'est vrai, mais là, je vais réhabiliter un peu Champlain. Il reste que Champlain... On lui montre la porte en 1629 et il se résignera pas. Et là, il entreprend le grand récit de sa vie, hein, son œuvre majeure, il revient sur tout. Et là, il refait des cartes. Et quand il refait ses cartes, il devait penser à Brûlé de temps en temps, hein? Parce qu'à mon avis, il y a de l'information qu'il tenait de Brûlé. Mais ça, on ne le sait pas. On n'a pas de preuve de ça. Mais autrement, c'est qui a informé Champlain pour parler de la région où il n'est jamais allé? Est-ce qu'ils peuvent-ils ramer un petit peu plus longtemps? Oui. À la fin, quand la fin, et tout ce que vous auriez à faire, est-ce qu'on peut prendre les mêmes photos, inverser les photos? Peut-être 500 photos. 500 photos. Puis on en avait besoin combien? 1440. Alors, étape... Joséphine, tu vois? Il as-tu des écouteurs? Non. Branche tes écouteurs. Alors, ça, tu sais quand... Mais attention, si tu la modifies là, ça... Oui. Tout remis. Désolée, c'est vrai. Là où ça devient encore plus fascinant, à mon avis, en tout cas, c'est là où on voit son rôle symbolique, son rôle dans l'identité. Pour moi, Étienne, il réincarne ce qu'on retrouve sur notre drapeau franco-ontarien à la fois. Il porte en lui le lys français, puis sur notre drapeau franco-ontarien, on retrouve le trig. Le trig qui est l'emblème de l'Ontario, mais qui, pour moi, représente un petit peu la fleur sauvage qui a toujours poussé dans nos forêts, c'est-à-dire les Premières Nations qui ont chaleureusement accueilli les Français. Mais vous allez le partager, votre Étienne Brûlé, parce que c'est pas le héros juste des Franco-Ontariens. C'est le héros de l'Amérique française. Alors, je vous présente M. Bod, Christian Bod, l'historien. Et ça, c'est ma classe d'art médiatique. Et vous allez voir, oui, monsieur apporte de la pizza. Donc, on va manger un petit peu et on va écouter vos vidéos ensemble. Qui a eu l'idée de la carte? Ah, ben, c'est comme tout le groupe. Tout le groupe, parce que c'est vraiment la carte qui représente ce qu'on connaissait de la Nouvelle-France. Ouais, on a utilisé la carte qu'on a réelle et on a dessiné.